Link Link, c'est un réseau de personnes qui ont souhaité soutenir des causes sociales, des actions de développement, des valeurs humanistes grâce aux arts visuels, et en particulier grâce à la bande dessinée, comme vous avez pu le voir sur la petite exposition qu'on a fait un petit peu partout dans Bioforce. Par conséquent, leur moyen d'action, c'est le dessin, évidemment. Elles s'en servent comme outil de plaidoyer, de communication, de dialogue communautaire. Et elles se servent des documents illustrés pour s'adapter au public cible, donc aux bénéficiaires également. Donc, on a l'avantage d'avoir 2 personnes qui sont venues nous voir. Donc Laure, je crois, elle a commencé en biologie, et puis je crois que ça a été un peu dur la biologie, donc elle est devenue ingénieure agro. Elle a fait de la sociologie, de l'anthropologie pour finalement travailler à l'OMS. Et je pense que c'est à l'OMS, d'après ce que j'ai compris, que tu as décidé de faire partager des histoires et donc d'essayer d'adapter un petit peu son travail à l'OMS, à son autre passion qui est le dessin. Et du coup, c'est comme ça qu'Ink Link est né, je pense, puisque tu es créatrice d'Ink Link. Voilà. Et voilà pour Laure. Et Aurélie est une illustratrice d'origine lyonnaise. C'est bien. Et donc elle a travaillé pour pas mal pour la presse française et internationale, notamment pour J'aime lire. Et elle a fait pas mal de bandes dessinées. Les plus connues sont Les vacances de Monsieur Rhino ou Les carnets de cerises, qui sont des superbes BD. Personnellement. Récemment, elle a fait un petit tour en Afghanistan, une semaine, je crois, c'est ça ? 15 jours en Afghanistan. Et elle a suivi une équipe MSF. Et donc, elle est en train de nous concocter une BD qui va sortir donc début d'année prochaine. Début d'année prochaine, où elle reprend un petit peu tout plein de témoignages, ses carnets de voyage et diverses illustrations. Donc, je pense qu'elles vont vous présenter tout ce qu'a Ink Link et leur travail, et je trouve que c'est une très très bonne idée d'allier la BD à l'humanitaire. Donc, c'est à elle. Merci beaucoup. Du coup, on va présenter à 2. Aurélie interviendra sur les projets qu'elle réalise avec nous. Et voilà. Et du coup, comme j'intervenais à Bioforce, j'ai essayé de mettre plus de choses qui sont des considérations où je me suis dit que peut-être que vous, ça vous intéressera par rapport à votre expertise de terrain. Et donc voilà. Donc pour commencer, en fait, je vais vous expliquer rapidement pourquoi Ink Link s'est formé au départ. Du coup, moi, à cause de ça. Donc moi, je travaillais pour l'OMS et notamment, je travaillais sur l'accès aux soins dans les territoires isolés en Amazonie. Et on devait investir des fonds ou mettre en place un projet qu'on essaie de monter avec les représentants locaux, donc des chefs indiens, des chefs marrons, etc. Et ces personnes-là sont plaintes de ce que faisait l'OMS en disant que si on continue à faire des choses comme ça, ils ne voudraient plus bosser avec nous. Et notamment, ils ont pointé ce poster qui était dans la salle de réunion. Et c'était hyper intéressant parce que ça, c'est clairement un poster qui avait été fait par une boîte de com à Washington avec plein de codes, évidemment les codes des super-héros, tout ça. Et donc, comme c'était expliqué, du coup, moi je travaille à la fois pour l'OMS, mais je suis aussi autrice de BD. Et en regardant ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, c'est fou qu'on fasse ce genre de choses, en fait. Donc, du coup, j'ai proposé de faire un petit projet de recherche où l'idée, ça allait être d'aller dans 3 communautés différentes pour écrire avec les gens. C'était vraiment la demande des communautés locales d'écrire avec eux et pour eux sur des sujets dont ils voulaient parler de santé. Donc, on avait prévu d'aller dans une communauté amérindienne, dans une communauté marron et dans une communauté d'orpailleurs. Donc voilà. Donc la première étape, ça a été de se dire que, en fait, on n'avait aucune idée de ce que graphiquement aimait un Indien d'Amazonie. Donc la première chose qu'on a fait, ça a été de chercher plein de styles graphiques différents. Alors je dis on, puisque en fait l'ONG on l'a monté à 3, Ink Link, donc avec Wilfried Lupano, qui est un scénariste qui fait notamment Les Vieux Fourneaux, et donc la personne qui a été choisie en tant qu'artiste avec qui on est parti sur le terrain, qui s'appelle Maya Naitoys,
et qui fait ce dessin-là. Donc là, c'est pour montrer un peu les différents styles qu'on avait pu proposer. Évidemment, aussi, notre thématique, c'est de se dire, bon, avec qui je me vois aller passer 3 semaines dans la jungle, à dormir dans un hamac, voilà. Et ça sélectionne aussi les gens, parce qu'il y en a qui supportent pas les araignées, qui ont la phobie des trucs comme ça, donc voilà. Donc on est parti, avec une petite équipe, donc avec un collègue médecin avec qui j'avais monté beaucoup de projets, donc moi, Mayana et Wilfried. Et ce qui a été hyper intéressant, c'était de se poser sur place, de voir que grâce au dessin, les gens venaient nous parler, et ça je reviendrai dessus après, de demander aux gens de nous raconter des histoires locales, les croyances locales, comment ils racontent une histoire, qu'est-ce que c'est qu'une histoire drôle. Ce qui est très important parce que l'humour c'est pas universel. Donc une blague d'Amérindien, quand on leur demandait de nous raconter une blague sur... on traitait du sujet de l'alcool et il nous fait « Ah, l'autre jour, il y a machin, il est tombé dans la rivière et il est mort. » Et là, ils sont tous morts de rire. Et je suis là, mais c'est une histoire vraie. Ils disent, oui, oui. Là, ils continuent à rigoler. Mais bon, voilà. Super. Donc voilà, ça... Donc ça c'est ce qu'on a pu faire sur place et ça c'est ce qu'on a fait après. Et en fait je vais juste vous donner un des exemples des 3 BD parce que c'est intéressant parce que ça a radicalement changé la façon dont on appréhendait un sujet. Donc les populations marrons, je ne sais pas si les marrons c'est connu pour tout le monde, en fait c'est des communautés africaines qui sont remontées en Amazonie. En fait c'est des anciens esclaves qui avaient réussi à s'enfuir. Et c'est une communauté assez unie, qui ne sont jamais mélangées avec les Indiens, etc. Et il y a un gros problème de diabète. Et en fait, si vous voulez parler du diabète, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est on dit à quelqu'un t'es diabétique, mais ils font pas le lien entre être diabétique aujourd'hui et dans 10 ans d'avoir une insuffisance rénale, de devenir aveugle, etc. Et du coup, on a cherché, on s'est dit mais comment on peut expliquer ça? Et en fait, ils passaient leur temps à parler de la rivière, parce qu'en fait, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Donc en fait, le seul moyen de se déplacer, c'est la rivière. Et donc ça dit que bon, le corps a besoin d'énergie pour avancer, l'énergie elle vient de ce qu'on mange, si on mange pas on est au fond de cette pirogue, mais si on mange beaucoup, comment on est? Ben, en fait on va plutôt être au fond de la pirogue et ça explique qu'en fait dans tout ce qu'on mange, alors ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'il y a une sorte de marché chinois qui ont des échoppes au milieu de la forêt, alors vous êtes au milieu de nulle part, mais vous pouvez acheter les pires sodas de la terre, les pires produits bien sucrés. Et ça explique que le sang, c'est comme une rivière et ça amène le sucre aux organes. Mais si vous mettez trop de sucre dans la rivière, les organes, ils en ont trop. Et puis, celui qui récupère tout, c'est le gras. Et puis, à la fin, votre rivière, elle va être bouchée. Et si c'est bouché au niveau des yeux, vous êtes aveugle. Si c'est bouché au niveau des jambes, voilà, vous allez être amputé, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout d'un seul coup, en fait, en travaillant sur la notion du temps, parce que c'est pas quelque chose, le temps, c'est pas quelque chose qui est universel non plus dans sa compréhension. On a eu cette idée de faire une association avec ce processus lent de pollution de la rivière qu'ils peuvent aussi voir. Et ça a été hyper intéressant de voir que d'un seul coup, ils ont vraiment compris ce processus lent. Et du coup, c'est un moyen d'aborder ce sujet, de changer les habitudes. Donc voilà. Donc, ce qui était intéressant aussi, c'est donc on était avec un médecin et lui aussi, il disait mais c'est génial, en fait j'avais jamais pensé à parler du diabète comme ça. Et c'est vrai que c'est une manière complètement différente d'en parler et à laquelle on n'aurait pas pensé sans cette étape de terrain et de dessin. Donc en fait en revenant de cette mission des 3 projets qu'on a fait, on discutait entre nous, on disait mais en fait c'était trop chouette ce qu'on a fait, on a envie de pouvoir le faire ailleurs. Et du coup, en rentrant, on s'est dit, on va créer une asso. Donc, on a contacté un réseau d'amis auteurs, et puis Wilfried a un très gros réseau, dont Aurélie, qui est une des premières membres de l'association, qui nous a rejoint de suite. Et en fait, au tout début, on était uniquement un réseau d'artistes. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que dans la BD, il n'y a pas que les dessinateurs et les scénaristes. Les scénaristes, c'est très important parce que très souvent, on oublie qu'une BD, c'est aussi avant tout, un scénariste, c'est crucial. Et du coup, on a développé un partenariat avec nos maisons d'édition, donc notamment Dargaud et Delcourt qui bossent en pro bono pour nous, ce qui permet d'avoir des spécialistes en édition, en fabrication, en droit d'auteur, en tout ce qu'on veut. Ensuite, on s'est rendu compte que souvent sur le terrain, on avait besoin d'experts dans divers domaines, donc par exemple des psys, des anthropologues, etc. Donc qui suivent les projets. Et maintenant, on a aussi des chercheurs avec qui on s'associe pour certains projets pour analyser comment on travaille. Donc en fait, autour d'un projet, l'idée c'est souvent on est contacté par des ONG qui nous disent ah on aime bien le dessin de machin, on a besoin d'un dessinateur.
Et c'est dire, mais en fait non, un projet c'est pas juste un dessinateur, ça va être comme quand vous faites un projet, il y a plein de gens avec des capacités différentes qui vont y réfléchir, donc autour d'un projet c'est tout un ensemble de gens. Et en fait aujourd'hui on a 3 types d'activités qu'on va vous présenter, c'est l'accompagnement à la gestion de projet pour les ONG, justement dans cette approche de faciliter le dialogue, de réussir à collecter les informations telles que le perçoivent les bénéficiaires et de créer des documents qui vont être adaptés, le plaidoyer et les aspects de recherche sur alphabétisation visuelle, images, écriture, etc. Donc en fait le contexte culturel, pour commencer par la première chose, c'est quelque chose qui est crucial sur le terrain et auquel on ne fait pas assez attention. Et là c'est quelques exemples vus sur le terrain. Donc ça, la première par exemple, c'est dans les centres isolés en Guyane. Et il n'y a pas un seul Indien qui a jamais bu du vin rouge dans un verre à pied. Par contre, c'est une des régions. Nickel. Ouais, non, je sais pas, en fait, ça c'est. Et du coup, en fait, on a refait des affiches parce que là-bas, ils boivent de l'alcool qu'ils boivent, c'est de la cachérie, c'est de la bière de manioc fermentée, dans lequel des fois ils rajoutent un peu de whisky et des trucs comme ça, qu'ils boivent dans des mugs en plastique et qui distribuent dans des seaux. Donc voilà, le verre à pied est totalement illisible. Sachant qu'il y a un gros problème d'alcoolisme fœtal, puisque justement les gens ne savent pas qu'il ne faut pas boire quand on est enceinte. Ça, du coup, on devait faire une mission avec ACF. J'aurais pu barrer le logo, c'est pas très sympa pour eux. Mais voilà. Donc ça c'était intéressant parce qu'on devait faire une intervention qui finalement s'est pas fait à cause d'un problème de sécurité. Mais ils disaient, voilà, on essaie d'utiliser l'image, mais en fait on comprend pas, ça marche pas. Et ça c'est censé dire que l'allaitement au sein pendant 6 mois, c'est ce qui est le mieux pour que le bébé grandisse. La preuve, il grandit beaucoup. Voilà, il y a quand même un léger petit problème. Et voilà, et en fait on a essayé, alors ça j'ai passé vraiment longtemps à essayer de comprendre, et en fait ce que j'ai compris c'est qu'on va d'une plaine, je pense, mais je suis pas sûre à 100%, parce qu'on n'a pas eu les créateurs de l'affiche, mais ça dit tu vas d'une pleine lune à une pleine lune, ça fait 1 mois entre 2 pleines lunes, parce que t'es de nuit, voilà. C'était assez tordu, ouais. Ça, alors c'est un projet en ce moment, ouais, celle-là, ah oui, mais en fait c'est vrai qu'on pourrait éteindre la lumière, je sais pas si, comme ça vous verriez mieux. C'est bon, vous arrivez. Alors en fait, ouais, donc ça c'est un projet qu'on faisait pour Fait d'Asile. En fait, on a plusieurs projets avec l'agence belge des réfugiés. Et ça, c'est dans des centres d'accueil pour réfugiés où ils avaient mis des affiches avec, pour parler de la distribution d'argent de poche. Et c'est des tirelires petits cochons qui font la queue devant la banque. Donc dans une zone où la majorité des gens sont musulmans, c'est quand même hyper classe de les traiter de porcs en train d'attendre devant la banque. Voilà, c'est bien joué. Et en fait, quand on l'a fait remarquer, parce que je prenais la photo, j'étais avec Wilfried, en fait, ils étaient tellement gênés qu'ils sont passés derrière et discrètement, ils ont enlevé les affiches. Voilà. Et ça, c'est ce qui arrive quand vous dites absolument il faut mettre une image, je ne sais pas comment faire, mais que vous n'avez vraiment pas les moyens. Alors là, je pense que si vous vouliez vous suicider, juste après. Voilà, bon. Bref. C'est juste pour dire faites attention sur le terrain. Parce que, voilà. Donc après, ça c'est un projet, du coup c'est pour montrer un peu comment on s'adapte, où on avait une demande de la part de médecins pour parler des hépatites sur le fleuve, ça c'est aussi en frontière du Suriname. Et ce qui était assez intéressant, c'est que les médecins parlaient des hépatites en parlant du foie, sauf que la plupart des gens ne savent pas à quoi ça ressemble un foie, et en montrant des images de virus, mais quand vous n'avez pas d'éducation supérieure, comprendre qu'un gros virus, un truc avec des épines, en fait c'est quelque chose qui est microscopique à l'intérieur du foie, c'est très dur à comprendre, et du coup on a travaillé avec les gens sur qu'est-ce que c'est pour les maladies, en expliquant ce que faisait une hépatite, et on en est arrivé à dessiner en fait une sorte de fantôme qui pourront représenter la maladie et en fait à dire à la fin, c'était pour les gens, c'était pas de dire de te protéger toi, mais de protéger ta communauté. Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'en fait sans encore cette étape d'analyse, on n'aurait jamais pensé à représenter la maladie de cette manière-là. Donc voilà. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de s'adapter, d'être juste à la fois sur le fond et la forme. Donc le fond sur comment vous représentez, mais aussi la forme, de penser par exemple, ce dont on n'a pas parlé, c'est que par exemple pour vous, il y a des choses qui sont évidentes. Une ellipse, par exemple, entre 2 cases de BD, le bord blanc, c'est un saut temporel, mais ça, c'est pas forcément universel. Donc en fait, sur toutes ces choses-là, mais on y reviendra après, il faut s'interroger. Donc ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a des gens qui nous disent
il faut un dessin pour faire ça, mais un dessin, bah, c'est un scénario, ça raconte beaucoup de choses. Et en fait, la bonne étape, c'est de réfléchir à quel est votre scénario, qu'est-ce que vous voulez dire avant d'arriver au dessin. Alors en fait, après, donc là maintenant, on a fait à peu près une 50aine de projets. Et rapidement, on s'est interrogé, il y a quelque chose qui était assez frappant pour nous, et pour moi encore plus, puisque j'ai passé plus de 10 ans sur le terrain à intervenir en tant qu'expert santé. Et quand j'arrive en tant que dessinatrice sur le terrain et que je me pose, je collecte 10 fois plus d'informations que quand je viens en tant qu'expert. Et ça, c'est quand même assez saisissant. Et en fait, on a essayé un peu d'identifier en quoi ça va aider d'avoir quelqu'un qui est là pour dessiner et faire une médiation. Et en fait, on a identifié plusieurs points. Le premier, c'est que quand vous arrivez dans une culture complètement différente, les gens, ils n'ont pas de raison, a priori, de vous faire confiance et de vous parler. Mais quand vous dessinez, vous montrez que vous comprenez l'environnement puisque vous le prenez et vous le remettez sur le papier. Donc il y a déjà cette notion de compréhension. Il y a le fait que quand on dessine, en fait, les gens vont vous faire un retour critique facilement, ils vont vous dire c'est joli, etc. Tandis que, en fait, quand vous parlez d'un programme de santé ou de ce que vous voulez, les gens ne vont pas vous dire non, là ce que tu dis c'est pas juste parce qu'en fait vous venez d'au-dessus. Et tandis qu'à partir du moment où les gens peuvent vous critiquer, vous vous placez dans une position qui est différente. Il y a le fait que vous montrez que vous passez du temps, parce que bah, la photo c'est violent, vous prenez en une demi-seconde, tandis que là le dessin il faut au moins y passer 20 minutes. Il y a le fait que vous donnez quelque chose de physique et concret direct, parce que pareil, les projets de développement, les choses que vous les donnez, ça arrive 1 an, 2 ans, parfois beaucoup trop longtemps après, et qu'en plus on s'amuse bien. Donc voilà, ça c'est... Et aussi qu'ils peuvent nous regarder. Ouais, oui, c'est vrai aussi, il y a ce côté quand vous dessinez, il y a un truc assez intéressant, ça on en parlait hier, c'est que les gens ils peuvent vous regarder aussi, parce que... En fait, c'est mutuel, alors que l'appareil, t'as un truc qui te cache. Ouais, il y a un truc quand les gens, quand vous les regardez pas directement, vu que vous êtes en train de dessiner, puis ils peuvent vous regarder. Donc voilà, donc du coup, Aurélie va présenter un projet où on a utilisé cette méthode. Et qui se passe à Lyon. Oui, qui se passe à Lyon. Du coup, c'est un projet où pour le coup, j'ai pas dessiné, où j'ai fait un peu plus la linkeuse, comme dans l'association, tu l'as pas précisé, mais en fait, on s'est donné des noms. Les inkers, c'est ceux qui sont vraiment les créatifs, scénaristes et dessinateurs, et les linkers, c'est tous les autres qui facilitent le procédé. Et en fait, là, c'était pour un foyer qui s'appelle l'Auvent à Lyon, c'est un foyer mère-enfant. Et du coup, ils avaient besoin de mieux communiquer avec les femmes qui arrivent et de leur expliquer un peu les règles de vie, ce à quoi elles ont droit, ce à quoi elles ont accès, etc. Sauf que en fait, ils avaient que des documents institutionnels hyper froids, des textes. Enfin voilà, elles sont dans des situations de détresse et elles arrivent et on leur file des papiers à lire. Voilà. Et du coup, on est allé avec Ludivine Stock, qui est une autre autrice lyonnaise qui n'est pas là ce soir, mener des... En fait, ça s'est fait en 2 étapes. On a d'abord fait 2 séries d'entretiens avec les femmes, justement, pour justement collecter leurs témoignages, parce que justement, le but, c'était de proposer un objet qu'elles puissent vraiment investir et qu'elles puissent elles-mêmes parler de leur histoire et que ça crée du lien en fait entre celles qui sont déjà arrivées vont pouvoir dire tu vois moi quand je suis arrivée c'était comme ça machin truc et un truc beaucoup plus vivant et plus engageant qu'un vieux papier d'un ministère ou je sais pas quoi. Donc voilà, et donc du coup on est allé avec Ludivine et comme tu disais, le dessin ça permet de collecter beaucoup d'infos, mais parfois quand on est tout seul, dessiner et mener un entretien c'est assez compliqué. Du coup ce qui marche pas mal c'est d'y aller à 2 en fait, et Ludivine elle a fait plein de portraits de dames et moi pendant ce temps, en fait on leur demandait leur accord de s'enregistrer etc. et on avait une conversation. Et du coup, ça a permis de dresser un portrait de différents parcours de femmes qui sont tous différents, mais où je pense que toutes les femmes qui vont arriver dans ce foyer peuvent se reconnaître. Et du coup, après, avec Ludivine, on a conçu, c'est surtout c'est Ludivine qui a fait, mais on a réfléchi ensemble à l'objet. Et du coup, on a conçu ça comme une espèce de fleur qu'on peut ouvrir. Donc, du coup, c'est un peu un jeu aussi. Et à chaque fois... il y a un portrait, donc par exemple elle dit je me suis enfuie, il était question de mariage de force,
Voilà, et je suis venue ici, mais c'était pas mon choix, j'étais vraiment en galère, machin. Et en fait, quand on ouvre derrière, il y a une petite partie en BD qui explique comment le foyer justement a pu l'aider à se remettre un peu sur les rails, à quoi elle a eu droit, quelles étaient les problématiques et comment le foyer peut y répondre. Et du coup, ça fait un objet assez sympa, quoi, où c'est vachement plus facile de parler autour de... Parce qu'il y a un dessin, on peut s'identifier, on peut dire « Ah tiens, c'est comme moi, machin ». Et derrière, il y a tous les numéros, justement, toute la partie, les numéros d'urgence, tous les organismes auxquels elles peuvent avoir accès, etc. Et voilà. Du coup, donc ça a été un truc qui a été tiré à je sais plus combien d'exemplaires, pas énorme, parce que ça c'est vraiment pas pour le grand public, c'est vraiment pour les bénéficiaires. Et du coup, ils en ont distribué aux femmes, et en fait ça marche super bien, donc ils veulent le décliner dans d'autres foyers. Voilà, donc c'est un exemple de... Et justement, là, le truc qui a été bien, c'est que il y a déjà le dessin qui permet de communiquer autrement, et il y a aussi le fait qu'on est allé sur place, on les a vraiment rencontrés, on a fait leur portrait, et du coup, même si on est deux inconnus et on n'est pas des travailleurs sociaux ou quoi, il y a un truc hyper touchant où elle se livre beaucoup plus facilement, parce que justement, on est dans une atmosphère un peu, c'est pas vous asseyez, vous prenez la photo, quoi, on passe du temps, et voilà. C'est bien. Ouais, merci. En fait, du coup, cette méthode la méthode d'utiliser le dessin dans des focus group, en fait, c'est une méthode que maintenant on a développée dans plein de cadres différents, mais à chaque fois avec quand on intervient auprès de populations fragiles ou précaires. Je crois que c'est voilà, par exemple, donc on a une demande de MSF pour travailler sur la santé mentale des migrants. Donc la plupart des personnes qui arrivent chez nous ont des stress post-traumatiques, etc. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un support pour pouvoir dire ça va pas bien, mais c'est pas normal d'aller mal et il y a des choses à faire. Et du coup, on a en effet eu la même démarche, c'est-à-dire qu'on allait sur place, on a commencé à faire des portraits de migrants pour que les personnes parlent. Et là, ce qui a été intéressant, donc ensuite, c'est Louise Jor, donc une autrice belge, c'était en MSF Belgique, qui a commencé à faire, donc après avoir fait les entretiens, on a fait un premier scénario, elle a fait un premier storyboard qu'on a testé avec des migrants. Et c'est là où ça a été intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'on voulait faire quelque chose où en fait les émotions sont représentées de manière abstraite. Donc en fait, la BD en noir et blanc, les seules choses qui sont en couleur, c'est les émotions. Mais représenter graphiquement des émotions, c'est vraiment pas facile. Donc en fait, il y a eu 4 versions où à chaque fois on montrait aux gens et on faisait en sorte de s'assurer que c'était compréhensible. Et ce qui est très intéressant, je crois, non, je l'ai pas mis là, mais ensuite on l'a retesté avec MSF en France qui intervient auprès de mineurs non accompagnés. Et les adultes en fait sont dans une situation qui est difficile mais qui est moins dure que des mineurs qui sont à la rue. Et en fait, les émotions qu'on avait montrées de manière abstraite, qui marchaient très bien avec les adultes, avec les mineurs, ça fonctionnait pas. Et du coup, par exemple, ce plan-là, qui est, je sais pas si vous voyez sur l'écran, mais donc c'est une personne qui se tient le ventre, mais qui est coupée ici parce qu'en fait, on se focalisait sur ce stress qu'on ressent dans le ventre. En fait, les jeunes, comme ils n'avaient pas l'habitude de la lecture, ça les choquait, cette personne qui est coupée comme ça. Et du coup, on a complètement changé les plans, où on a fait mimer aux jeunes, en fait, quand tu ressens ça, comment t'es, et on a redessiné la personne qui est prostrée, etc. Donc en fait, s'adapter graphiquement, ça demande en fait un questionnement de tous les instants. Et à chaque fois, voilà, on peut avoir des débats, des choses auxquelles on ne pense pas, et si on ne teste pas, on ne peut pas être juste. Celui-là de projet, je vais le présenter rapidement parce que je pense que c'est aussi intéressant sur comment on va créer et développer un projet d'intervention de terrain. Donc ça, c'était un projet avec l'AFD au Laos pour intervenir sur les problèmes de malnutrition chez les jeunes enfants. En fait, depuis quelques temps, ils ont remarqué une augmentation de la malnutrition qui est liée à plusieurs choses. Donc, notamment, il y a les Chinois qui viennent au Laos, au nord du Laos, pour faire de la monoculture. Donc, en fait, il y a des personnes qui avaient l'habitude d'une agriculture vivrière, qui sont passées à une agriculture commerciale, sauf qu'ils n'ont jamais géré un budget. Donc, ils ont 600 € au moment de la récolte. Et puis, voilà, 6 mois plus tard, il n'y a plus de quoi acheter à manger.
Et en plus, ils ont déplacé de force. En fait, au Laos, il y a une tension entre les différents groupes ethniques, entre les Laos, l'ethnie majoritaire et les autres groupes. Et ils ont déplacé de force en fait des gens de plein de villages différents. Donc en fait, il y a une espèce de perte totale de repères. Et ce que nous avait demandé l'AFD, c'était d'aller sur place pour faire des guides, pour inciter les gens, en fait, des guides pratiques sur comment faire de l'agriculture vivrière. Donc on est arrivé sur place et puis en fait on s'est rendu compte que les gens ils savaient faire de l'agriculture vivrière. Ça fait 1000 ans qu'ils sont agriculteurs et que le problème il n'était pas là et que leur expliquer comment faire pousser des carottes, j'exagère un peu mais c'était un peu insultant. Et en fait ce qu'on s'est rendu compte c'était plutôt, donc la première mission, là comme il y avait un budget important, on a fait 2 missions. Une première où j'étais sur le terrain avec un collègue qui est anthropopsy et ensuite l'idée c'était une fois qu'on aurait identifié les besoins de faire venir un artiste. Et du coup, pendant la première mission, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait une espèce d'état de sidération où en fait les gens étaient tellement déphasés qu'ils n'arrivaient pas à se projeter dans le futur et qu'ils n'avaient aucune envie de s'investir dans un programme qui allait leur demander de travailler en plus, etc. Donc en fait, on a proposé de faire des sortes de fictions qui allaient représenter différentes familles et leur dire si aujourd'hui vous rentrez dans le programme, demain vous serez là, après-demain vous serez là. Et l'idée c'était d'être capable de se projeter dans le futur. Donc en fait, on a vraiment changé même grâce au projet, un peu l'identification du problème en lui-même, pour aller vers cette mise en place de fiction. Et donc, suite à cette première mission, on a proposé à Jean Dittard, qui est un artiste qui est très doué pour faire il fait des paysages absolument magnifiques, etc. Et qui est retourné sur place et qui, là, du coup, a développé ces petites fictions où on suit plusieurs familles et il y a plusieurs sortes de mini-récits sur différents programmes. Donc ça c'est intéressant quand on commence un projet de s'interroger sur est-ce que en fait la problématique est bien posée ou pas et voilà, et de manière surprenante le dessin ça peut servir aussi là. Et voilà, et ça c'est un autre exemple aussi d'adaptation où en fait ça, je l'ai mis parce que la BD en fait ça peut être se décliner dans les supports complètement différents. Par exemple on a fait circuler celui-là, mais là c'est un problème pour les problèmes d'orpailleurs illégaux en forêt amazonienne. Alors bien sûr la meilleure solution c'est d'arrêter l'orpaillage illégal, on est d'accord, mais comme on n'arrivera pas à l'arrêter, donc le cours de l'or sera haut et que la situation au Brésil sera ce qu'elle est, les orpailleurs sont massivement impaludés, il y a un orpailleur sur 2 qui a le palu, et comme ils se traitent mal, on est en train de voir apparaître des résistances, et du coup c'était un programme prioritaire pour essayer de faire en sorte d'éviter qu'il y ait des résistances au traitement. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'était de faire des kits portables avec des tests, des autotests d'un côté et des traitements de l'autre, qui sont distribués sur des sites de repli. C'est une logistique assez compliquée. En fait, ça c'est un programme que je suivais quand j'étais à l'OMS. Et en fait, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire face à un orpailleur qui ne sait pas forcément lire, parce que les instructions qui sont développées par les fabricants, elles sont faites quand même pour des agents de santé qui sont formés, etc. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, on a travaillé de manière itérative. C'est qu'on a pris les instructions du fabricant, on a mis des orpailleurs devant, et je demandais à la personne de faire un test de diagnostic rapide devant moi. Et à chaque fois qu'il faisait une erreur, on redessinait les instructions jusqu'à ce qu'il y en ait 8 d'affilée qui fassent tout correctement. Donc on se disait, maintenant, on peut les lâcher avec ça, ils arriveront à comprendre. Et du coup, en fait, c'est des sortes de pochettes étanches où d'un côté, vous avez le test, et de l'autre, vous avez le traitement. Et ça, en fait, c'est comme si vous aviez une notice d'un médoc, sauf qu'en fait, chaque prise, elle est sous un... Je sais pas si vous voyez, en fait, là, il y a des petits bonhommes avec les parasites à l'intérieur du corps. Et en fait, vous voyez que tant que vous n'avez pas pris le dernier médoc, vous avez toujours des parasites dans le corps. Et donc, c'est pour inciter les gens à bien prendre leur traitement. Voilà. Donc ça, c'est plus une réflexion générale sur ce qu'on peut voir sur le terrain et les questions qu'on peut se poser quand on travaille sur le terrain. C'est qu'en fait, il y a plein d'acteurs, il y a les besoins des populations qui sont en bas, mais souvent, en fait, les besoins des populations sont filtrés par le politique, les nationaux, et quand on intervient en tant qu'expert technique, nos interlocuteurs, c'est le bailleur souvent, les politiques, mais souvent les besoins des populations, ils passent par un filtre qui peut, dans l'exemple du Laos, il y a un mépris des personnes de terrain, il y a tout un tas de choses qui font que l'information est filtrée. Et qu'en tant qu'expert, on va souvent commencer parce que le bailleur nous impose des délais où il faut qu'on fasse le projet dans les 2 ans, et puis on sait qu'il faut faire ça à tel endroit. Et ce temps, en fait, qui est normalement imparti aux sciences humaines et sociales, de se poser, de comprendre vraiment quels sont les besoins, on le zappe souvent, faute de temps, de manque d'outils, etc. Et du coup, dans les projets, ce qu'on essaye vraiment
de faire, c'est d'essayer de recréer cette passerelle et de se dire voilà, quels sont les besoins, comment on peut les comprendre. Donc voilà, ça c'est pour l'adaptation. Et du coup, on a d'autres types d'activités qui sont les activités de plaidoyer. Donc là, le plaidoyer pour nous, c'est quand même plus facile parce qu'en fait, le lecteur final, c'est le lecteur pour lequel on fait des bandes dessinées. Donc c'est vous, c'est le grand public. Et là, c'est de parler de sujets divers. Donc je vais passer parce que sinon ça va être un peu long. On va passer directement à MSF. Et donc. J'aime bien le poser de décor. Ah, ça c'est MSF. Du coup, voilà, donc on a été contacté par MSF suite à l'accident de Kunduz, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a l'armée américaine qui a bombardé par erreur un hôpital MSF en Afghanistan. Et suite à ça, en fait, la réponse de MSF, la réponse des Américains, pardon, ça a été de dire bon, c'est un peu planté, mais quand même, ils le méritent bien, les Afghans, parce qu'ils sont vraiment méchants. Et en fait, si vous tapez, je vous conseille de regarder sur Google Images, vous tapez Afghanistan, et sur des pages et des pages, il n'y a pas une seule photo qui n'est pas une photo de guerre. En fait, c'est un pays qui existe que par la guerre. Enfin, c'est une forme de soft power, voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'était de changer le regard. Et c'est là qu'intervient Aurélie. Elle a juste le rôle de changer la vision du monde entier sur la c'est moi qui dois faire ça. En plus, j'aime les images que tu as choisies, tu es vraiment allée dans le contraste à fond. Mais je sais pas, pour resituer, en fait, le truc, c'est comme Laure l'a dit, moi je faisais partie de l'asso très rapidement parce que Wilfried m'avait appelé en fait en me disant on monte une association pour qu'en gros les auteurs de BD on fasse des trucs qui servent un peu plus que juste faire des BD. Et du coup, moi je fais carrément parce que ça faisait longtemps que je voulais un peu faire ça, mais que je savais pas par quel biais. Parce que comme j'avais déjà pas mal voyagé, j'aimais bien faire mes carnets de voyage, mais c'était un peu en mode juste moi comme ça. J'avais envie que ça puisse servir à d'autres choses. Et bref, et du coup, j'étais dans l'asso depuis quasiment le début, dont le moment où MSF nous a contactés. Donc au début on avait même fait les Skype ensemble avec eux avant même de savoir qu'est-ce qu'on allait faire, qui allait le faire, comment et tout. Et du coup on avait déjà passé un moment avec eux à définir exactement qu'est-ce qu'ils avaient besoin, comment le faire et tout. Et donc eux ils avaient un besoin de déjà changer, comme tu disais, la vision de l'Afghanistan, mais c'était pas exactement ça le projet. C'était en fait ils ont une maternité à Khost, donc c'est à l'est de l'Afghanistan, qui est une des plus grosses maternités au monde. Je sais plus les chiffres, mais en gros ils font par mois ce que fait l'hôpital de la Croix-Rouge par an en naissance. Et je sais plus, un quart des bébés de la région ont accouché, enfin sont nés là-bas et tout, c'est assez énorme. Sauf que du coup, ils ont beaucoup de mal à communiquer dessus et à montrer justement au grand public ce qu'ils font là-bas parce qu'en fait c'est une région où la culture c'est pachtou. Et du coup, c'est une culture tribale très 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 conservatrice. C'est même pas que. Enfin, il y a le fait que ce soit religieux, mais c'est aussi vraiment que c'est tribal. Et du coup, toutes les femmes sont en burqa et tout ça. Et c'est juste pas possible de prendre des photos des femmes. Donc là, imaginez aller avec un caméraman dans une maternité où elles sont toutes en train d'accoucher, c'est juste inconcevable. Les quelques photos qu'ils ont avec les deux qui ont bien voulu être photographiées, elles sont complètement couvertes et on ne se rend pas compte de l'ampleur de leurs travaux là-bas. Et du coup, donc ils ont voulu passer par le dessin. Et donc leur contrainte c'était d'envoyer quelqu'un, donc une femme, parce que forcément les hommes ils n'ont juste pas le droit de rentrer dans la maternité. Ils peuvent travailler autour, etc. Ou les seuls hommes qui bossent, c'est des médecins qui sont dans le service néonat, donc ils ne voient pas les femmes en train d'accoucher vraiment, ils voient que les bébés et les mamans qui viennent mais qui sont habillées et tout ça, donc c'est beaucoup plus convenable. Mais il faut imaginer que c'est pas du tout une culture où les femmes elles accouchent avec leur mari qui leur masse le dos en même temps, ils ont juste pas le droit d'être là en fait, c'est juste une affaire de femmes et c'est tout. Et voilà, et du coup il fallait que je sois une femme, enfin il fallait que la personne envoyée soit une femme. Fallait qu'elle parle bien anglais parce que du coup c'est un staff international et avoir un peu le cœur accroché et pas être complètement déphasé, donc idéalement il fallait quelqu'un qui est déjà quand même un peu voyagé et tout.
Et du coup, moi, je disais, ah, c'est cool, c'est intéressant, machin truc. Et je me disais, mais ça pourrait être moi. Et puis après, en fait, on n'a pas voulu leur imposer un choix parce qu'on est plusieurs artistes dans le réseau. Donc, on a déjà demandé, nous, en interne, qui est-ce que ça intéresserait. On était 2. Et en fait, on a laissé le choix à MSF et c'est eux qui ont tranché, qui m'ont demandé de le faire parce que l'autre, c'était Aude qui a fait un autre projet pour MSF, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Et ouais, un projet sur les mineurs isolés, mais elle n'avait pas besoin d'aller sur place. Enfin, elle est allée dans des centres, mais pareil, tout ça, c'était pas du tout le même genre de truc. Et en fait, comme là, il fallait aller sur place, parler avec les patientes, enfin, bien sûr avec des traductrices, parce que je parle ni dari, ni pachto, ni rien. Mais fallait quand même que les dessins que je ferais, les gens les comprennent, alors que c'est une culture où il y a pas très peu d'images et ils lisent pas de BD évidemment. Donc du coup ils avaient peur que quelqu'un qui ait un dessin très stylisé ça passe pas, qu'ils comprennent pas en fait. Donc ils m'ont choisi et aussi par rapport aux couleurs parce que justement comme tu disais quand on tape Afghanistan et même dans tous les médias ou les œuvres qui parlent de l'Afghanistan, on est dans un registre hyper terne, c'est la guerre, c'est triste et tout. Et là, ils voulaient quand même, c'était pas du tout l'idée d'édulcorer la situation, mais ils avaient quand même envie de montrer un autre visage de l'Afghanistan. Ça parle de maternité, de vie, etc. Et voilà. Donc du coup, c'est moi qui m'y suis collée. Et c'était aussi la première mission Inklink où vous envoyiez quelqu'un sur le terrain. C'était au tout début. Et puis en plus, ça a commencé fort quand même avec l'Afghanistan. Parce que je rappelle, du coup, c'est toujours en guerre. Il y a quand même même pour les travailleurs humanitaires, c'est des situations assez compliquées. Et là, c'était quand même 15 jours. Enfin, moi, c'était court au final, mais il y en a qui restent 3 mois dans un camping où on n'a juste pas le droit de sortir, en fait. Donc voilà, du coup, j'y suis allée. En fait, je suis arrivée à Kaboul déjà, parce qu'il y a le siège de MSF, où j'ai fait une journée de formation. Donc avant ça, il m'avait envoyé aussi un gros rapport anthropologique sur Rost, en fait, sur la culture pachtou, et pour que je débarque pas totalement perdue. Parce que c'est quand même assez... en fait, c'était bien qu'il m'envoie avant parce que j'ai pu avoir tout le loisir de rouler des yeux et d'halluciner dans mon canapé en me disant « Oh mais mon Dieu ah !» Et de pas avoir ces réactions sur place, c'est quand même mieux. Voilà. Et parce qu'en fait, c'était une de mes craintes, en fait, quand j'ai accepté, c'est déjà la situation sur place, parce que, voilà, j'étais pas... c'est pas sur... quand il y a un problème, ils évacuent la com très vite, donc voilà, ça craignait pas grand-chose quand même, mais il n'y a pas de risque zéro. D'ailleurs, 2-3 semaines après que je suis rentrée, il y a eu un attentat à Save the Children, où il y a carrément des gens qui sont rentrés viser les expats... là-bas. Donc voilà, ça aurait pu... en plus, avant de partir, MSF, ils ont tout un protocole où on doit faire plein de trucs en cas d'enlèvement. C'est assez réaliste. Enfin, ça fait bien comprendre les risques et les risques auxquels on s'engage, quoi. Et donc moi, il y avait déjà la crainte de ça, et il y avait aussi le fait de la question de est-ce que je suis légitime pour parler de ça. J'ai pas du tout une formation d'humanitaire, ni de reportage, ni rien du tout. Et est-ce que je vais arriver à, en gros, ne pas imposer moi mes grilles de valeurs, à avoir assez de recul pour appréhender une culture hyper différente de la mienne sans la juger, voilà. Et du coup, j'avais vachement peur de ça avant de partir parce que quand je lisais tous ces rapports, c'était assez dingue les trucs qui étaient décrits. Et en fait, bizarrement, non, c'est pas bizarre, en fait, ça c'est normal, mais sur place, j'ai pas du tout eu de mal parce que finalement, on se retrouve avec des personnes, donc on n'arrive pas. Ça paraît assez du bon sens au final de pas les juger depuis son privilège d'occidental. Et du coup, voilà, c'était assez marrant que le décalage entre ce qui me faisait un peu peur avant de partir et puis la réalité du truc. Et voilà, donc du coup, on est allé à Rost et j'ai passé 15 jours, c'était 15 jours en tout, mais du coup, j'ai passé ces 2 semaines immergée totalement avec une équipe on était une quinzaine d'expats. Et donc, dans cet hôpital, il y a 400 personnes afghanes qui travaillent.
dont une énorme majorité de femmes, forcément, vu que les hommes, ils n'ont pas vraiment le droit de rentrer dans la maternité, mais par contre, ils font tout ce qu'il y a autour, genre il y a des chauffeurs, des charpentiers, il y a plein de métiers annexes. Il y a aussi ceux qui faisaient le ménage et la bouffe dans notre campagne des expats. Et c'était assez drôle parce que du coup, normalement, comme c'est une société patriarcale, les hommes, ils font pas ça. Mais sauf que là, dans le coin des expats, il y a des hommes et des femmes. Donc ils peuvent pas envoyer des femmes faire les trucs et potentiellement on pourrait se retrouver seul avec un homme étranger. Donc c'était des hommes qui faisaient notre lessive et tout. Et c'était assez marrant. Et voilà. Et du coup, donc le but en fait, c'était la mission de se décomposer en 2 temps. Leur demande, c'était que déjà sur place, je documente un max sans prendre de photos. Donc un max de trucs et que je recueille un genre de journal de bord pour vraiment décrire toutes les problématiques et les enjeux, tous les personnes qui peuvent intervenir. Donc aussi bien les expats que les médecins, mais aussi toute la machine qu'il y a derrière, les locaux, etc. Des témoignages de patientes aussi. Donc dans un premier temps, j'ai fait plein de dessins sur place et en recueillant aussi des témoignages et tout, parce qu'on avait quand même des traductrices. Donc on les avait pas tout le temps, vu qu'elles servent quand même en premier lieu à faire le lien entre les médecins étrangères et les patientes afghanes. Mais quand elles avaient un moment, elles venaient avec nous, donc on a pu recueillir plein d'infos et plein de parcours de patientes. Et donc tous les jours, je faisais un post thématique sur les réseaux qui était ensuite repris par MSF et tout. Donc ça, c'était une espèce de premier, genre envoyé spécial, machin, dessiné. Et dans un deuxième temps, ils voulaient que je fasse une BD d'une dizaine de pages qui expliquait un petit peu tout ça pour le grand public et qu'eux, ils diffusaient sur des grands médias. Au départ, on devait être diffusé sur Le Monde BD, puis ça s'est pas fait. Finalement, la BD, elle est en ligne sur Lyon Capitale. Et en fait, ils avaient commandé 10 pages, sauf que moi, quand je suis revenue, tu fais bien là. Quand je suis revenue avec toutes les histoires que j'avais collectées, j'avais écrit un journal pendant tout le temps sur place, etc. Je me suis dit, mais ça va juste être pas possible de faire 10 pages, quoi, parce que en fait, en 10 pages, le temps de poser vraiment un contexte, de présenter les gens, de présenter les enjeux et tout, bah, c'est fini, quoi. Donc du coup, j'ai un peu débordé, et ça fait quasiment 30 pages. Et, et voilà. Je sais pas quoi d'autre dire. Et oui, du coup, on est en train de bosser en ce moment sur adapter l'ensemble de cette mission, pas juste la BD que vous avez pu voir dans les couloirs, mais vraiment l'ensemble. Donc il y a les carnets dont on a posté une partie, la BD, et puis il y a surtout tout ce que j'ai écrit sur place que les gens n'ont pas lu. Et du coup, on est en train de remanier tout ça pour faire un gros bouquin qui présente un peu l'ensemble. Et voilà. Non, ça. Non. Enfin, on aura des questions à la fin, ouais. Donc voilà, vous aurez le temps de poser les... Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est juste... donc voilà, d'autres missions qui sont en cours, du coup, j'ai mis moins de trucs, mais là, c'est un projet qu'on a fait avec Première Urgence dans les camps de réfugiés syriens au Liban, avec un style graphique, du coup, qui est hyper différent. Et là, par exemple, la demande de Première Urgence, c'est de faire comprendre, en fait, on a l'impression que la crise des réfugiés, elle se passe entièrement en Europe et que... voilà, c'est la grande vague qui fait peur. Alors que, si vous allez au Liban, aujourd'hui, une personne sur 3-4 est un réfugié et il y a une gestion de crise différente. Donc c'est un peu de rétablir les choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur ce projet-là, c'est une des rares fois où on a eu un peu une sorte de censure parce qu'on présente un peu les chiffres comparés. Et en fait, le bailleur, c'est l'Union Européenne qui dit « Ah non, mais vous ne pouvez pas présenter les chiffres comme ça. » Ça fait un peu genre l'Europe, on prend... Bon, voilà, c'était assez intéressant, des débats. C'était assez intéressant. Les corrections étaient intéressantes. Il y a eu pas mal de ping-pong et d'aller-retour. Voilà. J'ai pas précisé que pour le coup, moi, MSF, c'était carrément un autre contexte parce qu'ils sont indépendants, en fait, ils sont financés que par des dons. Enfin, ils sont pas liés à un pays ou à une force politique. Et du coup, c'est aussi la différence avec Save the Children où c'est malheureux, mais du coup, c'était beaucoup plus lié aux Britanniques et du coup, plus une cible
Donc moi je risquais quand même moins. Merci. Voilà, donc du coup c'est juste pour un peu en résumé, si vous avez à réfléchir sur le terrain, à l'image, comment, pourquoi, etc. Ça va être en fait une bande dessinée, il y a plein de styles différents et suivant les styles vous allez travailler différemment. Donc ça par exemple c'est 2 projets qu'on a fait. À gauche c'est un projet qui a été fait pour les réseaux sociaux, c'est Fabien Toumé, j'ai vu qu'ici vous aviez l'Odyssée d'Hakim. Ça c'est un truc sur les flash floods, donc en fait c'est un truc avec très peu d'infos qui se lit en scroll, donc en fait vous pouvez le lire soit sur un téléphone, etc. Ça c'est quelque chose de beaucoup plus dense et c'est pour les personnes âgées, donc du coup on a travaillé avec les personnages des vieux fourneaux qui ont été adaptés pour un projet. Donc de réfléchir au type de support, comme j'ai montré, ça peut être aussi bien des pochettes que, enfin voilà, il y a tout un tas de choses à imaginer. Et ce qui va être intéressant sur les styles graphiques, donc ça c'est 2 artistes du réseau, donc encore Fabien Toumé et ça c'est SP à droite. En fait, suivant le niveau de réalisme, vous allez plus ou moins créer d'empathie, c'est-à-dire qu'ici il raconte c'est son parcours de père qui a une petite fille trisomique et qui raconte comment au début il a eu du mal à aimer sa propre fille. Et en fait, comme c'est un style qui est très simple, en fait ce père ça peut être n'importe quel père en fait, donc vous allez pouvoir vous identifier. Jusqu'à droite, c'est un documentaire sur le Bordelais. Et là, par contre, vous êtes plutôt en observateur extérieur. Donc le fait que ce soit réaliste, ça vous permet un peu d'avoir ce regard un peu de voyeur extérieur, qui va être très différent. Donc ça, c'est aussi de travailler sur, en fonction de ce qu'on fait. Si vous faites du plaidoyer, vous allez plutôt travailler avec des artistes qui ont déjà un gros réseau de followers. Par exemple, avec Aurélie, c'est vrai que toi, tu as pas mal de gens qui regardent ce que tu fais. Et du coup, la bande dessinée aussi, c'est un avantage. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on revient au rôle du scénariste, c'est que souvent, en fait, les gens se disent ah c'est bien d'utiliser de la BD, mais comment est-ce qu'il faut la penser, comment est-ce qu'on fait les choses? Et ça, c'est un exemple d'un réseau de peuples autochtones canadiens qui travaillait sur des essais de médiation dans différents domaines en essayant d'utiliser la BD. Et ce qu'ils disaient, c'est que ça marchait pas. Et en fait, on a regardé un peu ce qu'ils faisaient. Et en fait, forcément, ça marche pas parce qu'en fait, ça, c'est pas de la BD dans le sens où ça pourrait être, en se séparant même du style graphique qui est pas forcément le plus joli. En fait, des gens dans une salle de réunion en train de parler, il n'y a rien de plus commun que des gens dans une salle de réunion en train de parler. Là, vous mettriez juste un dessin et du texte à côté, ça ne change rien. C'est pas de la bande dessinée. En fait, si vous voulez que les gens se souviennent d'un message, il va falloir créer un peu quelque chose qui surprend, qui va surprendre votre cerveau. Et pour ça, il y a plein de moyens. Donc ça, c'est un exemple que j'avais mis. C'est une petite BD sur le... Il y a plusieurs choses sur le palu. Donc en fait, quand vous lisez la BD, vous savez que ça, c'est un parasite du paludisme. Et c'est un entretien avec un chercheur qui travaille à la frontière birmane pour la lutte contre les résistances. Donc en fait, il a fait l'entretien assis dans un fauteuil. Mais si je l'avais mis assis dans un fauteuil, personne ne s'en souvient. Et là, l'idée, c'est une course avec des obstacles liés aux résistances. Donc en fait, même si vous ne lisez pas, vous allez vous souvenir d'un truc un peu bizarre. Et ce qui est assez magique dans la BD, c'est que en fait, là j'ai mis en vis-à-vis, ça c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma, c'est le dernier Pirates des Caraïbes qui a coûté je crois 350 millions de dollars, versus, bon, alors forcément tout le monde ne fait pas du Mobius, mais mais ça lui a quand même coûté le prix de son papier, de son crayon et de son encre, voilà. Et de son expertise. Mais c'est vrai qu'en fait, c'était pour dire que dans la BD, on a l'avantage de pouvoir faire à la fois les décors, les personnages, tout ça. Donc en fait, c'est à la limite, bon, évidemment, il y a le côté technique, mais à la limite, c'est un peu notre imagination. Donc on peut imaginer des choses assez folles. Donc voilà, donc, pour vraiment faire passer un message qui va frapper les gens. Donc voilà, je crois que c'est après. Ah oui, si, ouais, je peux juste un. Bah, du coup, je vais agrandir. Je vais. Juste pour, du coup, on fait une des dernières choses sur lesquelles on travaille, c'est aussi les questions d'alphabétisation visuelle. Là, c'est un projet qu'on aimerait bien mener dans différents pays. C'est les questions de comment on lit une image. On pense que souvent, en fait, ce qu'on nous dit, c'est ah, c'est bien, une image, c'est universel. Et en fait, c'est tout le contraire. Et par exemple, quand on travaille avec les populations amérindiennes, enfin en Amazonie, à partir du moment où c'est en 2D à plat, pour eux, en fait, ils vont pas voir que lui, c'est une personne qui est plus loin et qu'elle, elle est devant. En fait, lui, c'est une personne miniature et elle est géante. Et en fait, si vous regardez dans l'histoire, c'était le cas chez les Égyptiens, mais par exemple, là, c'est un truc du Moyen-Âge où eux, ils sont devant, donc forcément, ils devraient être plus grands, mais comme eux, c'est les seigneurs, bah, eux sont plus petits. Donc en fait, même des choses aussi basiques que
la perspective, ça va pas forcément marcher. Enfin, ça peut être les codes couleurs, les codes... Et, ou les codes, tu sais, par exemple, en BD, quand quelqu'un est sous, on lui fait les petits zigouigouis, et en fait, quelqu'un qui n'a pas baigné dans... En fait, on s'en rend pas compte, mais la culture franco-belge de la BD, elle est quand même super imprégnée, et il y a des endroits où... c'est par exemple tous les personnages, quand on veut faire un truc drôle, nous on fait un bonhomme avec un gros nez, mais si vous avez jamais vu un bonhomme à sexe avec un gros nez, c'est juste un gars qui est malade en fait, enfin, c'est pas normal. Et là, enfin, voilà, par exemple, on est en train de faire un autre projet pour les personnes migrantes où il faut qu'on représente le mal. Enfin, en fait, c'est sur les agressions qu'on a eues dans les centres, et au début on était en train de se représenter comment on représente quelqu'un qui est mauvais, vraiment. Et ben en fait, nos codes graphiques de faire un diable, ça marche pas parce que c'est pareil, c'est culturel. Donc en fait, ça... Enfin, dès qu'on fait quelque chose qui a du sens, il faut s'interroger sur comment ça va être interprété. Donc voilà pour la présentation. Vous avez peut-être des questions? Merci. Bonsoir. Je me demandais en Afghanistan, quel était-vous du coup quand vous dessiniez? Vous étiez là dans l'espace médical avec ces personnes, et du coup comment ça s'est passé avec les interactions que vous avez eues avec ces gens? Ah oui, c'est vrai que au final j'ai parlé de tout avant, après, j'ai pas vraiment expliqué. C'était aussi un des trucs qui me faisait peur en fait avant de partir, parce que je me disais mais s'ils aiment vraiment pas être pris en photo, est-ce que le dessin, est-ce qu'ils vont dire oui et tout. Et en fait ce qui a facilité je pense les choses, c'est que quand je suis arrivée, je suis passée par Kaboul. De toute façon on est obligé, même n'importe quel travailleur qui vient bosser à MSF, dispatché dans n'importe quel des projets MSF, il passe forcément par Kaboul pour les briefings et tout. Et puis là, mon avion pour Rost, c'est un tout petit coucou de 10 places, quoi. Et en fait, il faisait trop froid et la piste était gelée, donc on est parti un jour plus tard. Et pour pas se tourner les pouces, on est allé dans une autre maternité MSF à Kaboul. Donc c'était pas vraiment dans ma mission, mais ça permettait de déjà se mettre dans le truc. Et du coup, j'ai pu commencer à dessiner les gens à un endroit où c'est quand même hyper conservateur aussi, mais quand même un peu moins, parce qu'à Kaboul, il y a d'autres, il y a un petit peu plus d'ouverture, il y a d'autres ethnies, c'est pas que hyper pachtou, hyper tribal et tout. Et du coup, j'ai déjà fait des croquis des gens, des femmes, des bébés, machin. Et ensuite, quand je suis arrivée à Rost, donc le premier jour, déjà, j'ai pas dit, mais j'étais accompagnée tout le temps d'une responsable de com qui normalement accompagne les photographes, les choses comme ça, qui elle-même aussi fait des trucs pour les réseaux sociaux des MSF. Et du coup, là, j'étais tout le temps avec elle. Et en fait, le premier jour, on est allé voir les sages-femmes, et il y en a une qui parlait anglais et qui a montré mes dessins, les dessins que j'avais déjà fait à Kaboul. Et elle les a montrés à ces autres sages-femmes en fait en disant bon, on sait bien que vous aimez pas les photos, enfin c'est pas possible la photo et tout, mais Aurélie elle fait des dessins, et en fait sur un dessin on peut pas vous reconnaître, on peut pas vous identifier formellement comme une photo, mais par contre ça permet, en fait elle leur a dit ça permet de montrer au reste du monde ce que vous faites, comme c'est important et tout. Donc elle leur a montré les portraits de bébés, les portraits des médecins et tout, et des femmes. Et elle a fait un petit speech comme ça pour m'introduire en montrant déjà, donc il y avait déjà l'objet, le carnet et tout, c'est pas comme de dire bon voilà machin il va vous faire des photos. Et du coup tout le monde était oh machin, et en fait à la fin elle leur a dit est-ce qu'il y en a qui veulent, qui sont ok, en plus on leur précisait évidemment que c'était pas obligé, à chaque fois on demandait le consentement pour faire le portrait de quelqu'un, et que c'était carrément ok de dire non, et en fait elles ont toutes dit oui. Et au bout d'un moment, en fait, c'était trop marrant. Enfin, c'était hyper mignon parce qu'elles étaient toutes hyper contentes. Finalement, c'est ça aussi le truc magique avec le dessin, parce que ça permet de... En fait, c'est un peu magique quand même de... Quelqu'un arrive et puis il vous regarde et là, il fait un truc sur le papier et vous vous reconnaissez. Et du coup, elles étaient toutes à se tirer un peu genre ah, mon tour et tout. Et puis après, elles allaient montrer à leurs autres copines, regarde, c'est mon portrait et tout. Et aussi, il y a un côté... Enfin, parce que c'est des femmes qui n'ont pas l'habitude qu'on ait ces égards-là sur leur image, ou enfin voilà, qui sont pas forcément, on leur demande pas leur avis, on leur demande pas, on leur dit pas, on les regarde pas ou quoi.
enfin peu. Et du coup, bah, ça a rendu le truc vraiment facile. Et après, en fait, j'allais partout. Il y a eu juste un moment où je me suis dit ça doit être vraiment chelou pour les patientes au tout début. Après, j'ai vraiment expliqué, à chaque fois, je leur expliquais ce que je faisais, je leur montrais. Parce qu'au tout début, je me suis rendu compte qu'en fait, comme ils me mettaient quand même les trucs de médecin, il y a des endroits de l'hôpital où j'étais quand même obligée de porter des crocs et des trucs de médecin. Et que j'étais là dans un coin de la pièce en les regardant et en faisant des choses dans mon carnet, en ayant l'air super sérieuse. Et je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, elles doivent croire qu'elles vont mourir parce que ça a l'air super grave, alors que je faisais juste un dessin. Donc après, rapidement, j'ai pris le pli de leur montrer et tout ça. Et en fait, à chaque fois, c'était la même réaction. En fait, les gens, elles étaient super contentes. Puis il y a aussi le fait, comme tu disais, qu'à la fin, j'ai donné des dessins et tout. Et voilà, je sais plus. Ouais. Et puis il a fallu que tu les dessines 2 fois en fait. Un pour elle, et puis non, un je autre fais des pour... photocopies. Oui, ce qui est intéressant, c'est vraiment, c'est ce que je dis, c'est frappant à quel point en fait quand tu viens et que tu dessines, les gens. On a fait là récemment une mission avec le GAMS, c'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, où en fait on devait collecter des témoignages de femmes sur leur excision. Enfin, il y en avait un sur l'excision, le mariage forcé, le viol conjugal. Enfin, que des sujets super gays, et tu te dis, tu viens et tu demandes aux dames, raconte-moi ton truc. Et en fait, c'est pareil, en fait, on fait un portrait, et puis du coup, tu as une espèce de choses qui sortent et qui ont permis de traiter ça d'une manière un peu originale. Voilà. Et c'est vachement. Comme, en fait, on se répète, mais c'est vachement plus doux aussi, quoi. Parce qu'un photographe, il va. Enfin, même. Je sais pas, c'est hyper violent, même si il y a la photo, elle permet des choses de fou, mais c'est là de dire bon, alors tu nous racontes ton viol et puis on te prend en photo, d'accord. Enfin, non, c'est hyper. Alors que là, au début, on sait tous pourquoi on est là. L'essentiel, comme par exemple le projet avec Ludivine là, qu'on a fait tourner, on savait bien que les histoires qu'on allait entendre, elles allaient pas être super drôles et tout. Mais juste ça vient d'une manière très naturelle, et il y a même des dames qui nous ont dit à la fin en fait c'est trop bizarre, j'ai raconté des trucs que j'ai même pas raconté au personnel du foyer, parce que du coup ça crée un espèce de moment un peu, et aussi le fait qu'on n'est pas en fait on est indépendant aussi, on n'est pas associé ni à ce foyer par exemple, ni à une ONG ou quoi, donc du coup ça crée un truc assez Oui, du coup, d'ailleurs, pour ce rôle de faire parler les gens, parce que c'est un truc qui nous arrive souvent, en fait, quand on a commencé à faire les projets on a pas mal, ce que j'ai pas expliqué à InClinic, maintenant on a 4 grands domaines d'intervention, donc on travaille sur les questions des migrants en Europe, de droits des femmes, d'environnement et santé handicap, et en travaillant avec les populations migrantes, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème, parce que justement, quand elles parlent, c'est que pour raconter les trucs traumatiques, pour la demande d'asile et tout ça. Et qu'en fait, sur un plan psy, du coup, ça aide pas, elles existent que par ces choses-là. Et on a créé un jeu, je pourrais vous montrer des photos après, mais qui est uniquement des dessins de plein de types différents, et qui a été développé avec un psy sur le registre qui ressemble à des tests projectifs, et qui permet aux gens de parler, et encore une fois en utilisant plein de dessins, et c'est toujours assez fascinant de voir à quel point ça permet, vraiment dans cette étape de collecte d'infos, de comprendre, de faire parler les gens, ça a vraiment un rôle, ça peut jouer un rôle hyper intéressant. Quels sont les profils que vous recherchez chez InClinic? Parce que là, vous avez des futurs, peut-être, personnes qui seraient intéressées par l'association. Oui, alors l'association aujourd'hui, on fonctionne, du coup, en effet, on a des membres qui sont de différents profils. On a des artistes, des gens qui viennent des maisons d'édition, mais on a aussi des gens qui sont des profils de gens qui bossent dans le développement, et qui peuvent participer à des projets. Voilà. Et on n'a pas précisé un truc, mais tout le monde est payé. Ah oui, oui. Alors ça. Non, parce que encore il n'y a pas longtemps, il y a eu un appel c'est quoi, Médecins du Monde, qui demandait de faire des super dessins bénévolement, mais du coup, voilà. Après, en fait, il y a les. Enfin, je veux dire, quand on a les missions de dessin, le temps investi et tout, en fait, ça revient aussi au fait qu'on disait. Si on fait quelque chose par le dessin, il faut le faire bien aussi. Et donc, il y a une vraie expertise, un vrai métier, du temps, etc. Et donc, des fois, on ne le précise pas parce que ça nous paraît évident, mais on paye les auteurs. C'est combien de métiers différents qui interviennent dans InClinic?
Bah, du coup, comme ça, je peux pas te dire. C'est un peu le truc que je montrais au début. C'est vraiment. En fait, au niveau édition, tu as tout le suivi de projet, de la fab, de la communication derrière sur les projets. Ensuite, tu vas avoir l'édition, mais elle est responsable en droit d'auteur parce qu'il faut gérer les questions de droit. Suivant les projets, la fab, ça peut être hyper compliqué. Donc, tu as tous ces aspects-là. Et après, tu as tous les différents experts suivant les domaines. Donc, c'est intéressant pour essayer de lister toutes les personnes qui sont intervenues. Tu parlais justement du côté très thérapie aussi. Merci. Le côté très thérapie dans l'art. Et est-ce que du coup, il y a des fois les personnes qui passent de l'autre côté de la feuille, c'est-à-dire est-ce que vous leur faites une approche aussi où ils peuvent s'exprimer par le dessin? C'est un peu le rôle, j'essaie de vous montrer le jeu. Oui, après, il y a des choses. Alors, en fait, du coup, c'est vrai que nous, on n'intervient pas forcément en truc d'art-thérapie, mais en fait, c'est un peu vous pouvez regarder sur le site Thinklink, il y a tous les projets qui sont là. Mais en fait, c'est un peu le principe du jeu que j'expliquais. Alors, du coup, je crois que là, c'était en cours parce qu'en fait, on l'a développé de manière participative avec des personnes migrantes. Donc, ça, c'est toutes les parties quand on le développait. Et ça marche vraiment comme ça. En fait, soit c'est des psys qui l'utilisent, soit c'est Là, on est en train de développer un projet avec France Terre d'Asile où les personnes utilisent le jeu pour se connaître en groupe. Et là, on va travailler avec le CADA, les centres de demandeurs d'asile d'Angoulême, pour faire des binômes entre des artistes et des personnes migrantes qui retravaillent sur des souvenirs positifs et qui vont être retranscrits par un artiste, par exemple. Et l'idée, c'est aussi à terme de faire du plaidoyer, de montrer que derrière chaque personne migrante, il y a aussi des choses intéressantes à raconter. Et là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est juste une note sur les choix graphiques. En fait, au départ, sur ce projet, on s'était dit qu'on allait faire des trucs un peu colorés, jolis. Et par exemple, on avait mis un exemple, il y avait une chèvre un peu rigolote. Enfin, au début, on avait présélectionné un peu des icônes, des trucs existants. Et au bout d'un moment, la personne, par exemple, nous explique qu'il avait des chèvres, qu'il était agriculteur. Et je lui dis, mais pourquoi t'as pas choisi l'icône? Et en fait, l'icône, je sais plus, la chèvre, elle était rousse et lui, il avait des chèvres blanches ou un autre truc comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte, des fois, c'est difficile de faire la différence entre le fond et la forme. Et du coup, on a travaillé dans un style qui est hyper simple, le plus simple possible, de manière à ce que n'importe qui puisse s'identifier aux objets qui sont représentés. Enfin, voilà. Et moi, je voudrais juste dire un truc. Parce qu'en fait, leur thérapie, des fois, je sais pas, je vais peut-être déborder un peu du cadre, mais par exemple, moi, je fais pas mal d'interventions avec des enfants dans des écoles par rapport à mon boulot, hein, pas du tout dans une démarche humanitaire ou quoi. Et en fait, il y a un âge où c'est hyper facile de faire exprimer les gamins, de leur faire des choses et jouer avec l'image. Et en fait, à partir de l'adolescence, ça devient vraiment compliqué. Et des moments, je crois qu'il y a... d'ailleurs, il y a des psys qui disent que il y a aussi des limites du truc parce que parfois, tu as envie d'exprimer quelque chose, mais si tu n'as pas la connaissance ou tu vois les capacités de dessin ou voilà, artistique, et ben ça passe pas et c'est presque limite plus frustrant. Oui, mais c'est vrai que du coup, tu peux encore créer des outils. Là, on a fait par exemple un projet avec Trisomie 21 France. C'est pour que les personnes trisomiques puissent parler de leurs droits et d'elles-mêmes. Et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, on a travaillé avec elles sur ce qu'elles voulaient voir représenté. Et en fait, c'est elles qui brandissent les dessins qui parlent d'eux. Mais enfin voilà, et du coup là le dessin va permettre de s'émanciper, de parler de choses, mais c'est un support, mais on peut pas leur demander à elles de développer. Par contre, comme le support il est un peu remaniable, ils peuvent prendre les différents dessins et créer leur propre présentation à partir des dessins. Tu as quand même une fierté de créer ton support. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup de venir nous voir, c'est super. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu par rapport à ton expérience là en Afghanistan. Bon, toi, tu fais des dessins, tu reviens ici, il y a un projet qui se monte pour nous, finalement. Est-ce que dans le projet, il est prévu
une espèce de redevabilité vis-à-vis de ces femmes? Est-ce que les dessins vont retourner là-bas? Est-ce qu'il va y avoir des, pardon, excusez-moi, des livres qui leur sont destinés, ou bien des dessins comme ceux qu'on a ici qui pourraient rester dans l'hôpital? Enfin, bon voilà, je prends cet exemple-là, mais il peut être valable pour tous les projets. C'est un projet de plaidoyer, pas un projet... Voilà, donc ça, j'aimerais bien... je suis sûre que vous pensez à ça, donc j'aimerais bien, parce que pour moi, ça me semble très important. Et l'autre chose, c'est par rapport au projet là qu'on a vu, la fleur qui est très très belle. C'est évidemment un projet qui coûte cher, j'imagine, puisque c'est pas une conception classique, donc il y a un gros boulot derrière. L'histoire la problématique du coût aussi de ces objets, un petit peu comment ça se passe, quoi, parce que c'est pas accessible à tout le monde, quoi. Enfin, après, oui, peut-être, mais enfin, voilà, c'est pas toutes les ONG, toutes les structures qui peuvent se payer. Donc, un peu comment ça se passe, les montages de projets. Ouais. Bah déjà, peut-être que la fleur, ça a été aussi imprimé à Lyon, parce que nous, on a juste fait, on a été rémunérés sur les interventions avec Ludivine et sur le temps passé à travailler, mais on était sur place, il a été imprimé sur place, c'est nous qui sommes allés chercher l'imprimeur et qui avons livré le foyer. Et même l'un dans l'autre, même si on rémunère les auteurs et tout, c'est pas non plus... je pense qu'il y a des ONG qui font des campagnes qui coûtent bien plus cher. Oui, mais... bien sûr. Après ça, je vais réagir dessus pour dire. Et sinon, pour l'Afghanistan, c'était aussi une des questions à laquelle je pensais, même avant de partir, quand je disais la question aussi de la légitimité. Voilà, c'était une démarche de plaidoyer, c'était vraiment MSF qui venait nous chercher ou quoi. C'est pas, moi, je me pose parfois la question de personnes qui voyagent, qui font des dessins et puis derrière qui montent des expos, qui vendent des artbooks et tout, et qu'est-ce qui revient aux personnes concernées. Là, c'était pas exactement la même démarche quand même, puisque c'est MSF qui demandait et tout. Mais il y a on avait parlé, je crois qu'ils ont gardé, on leur a filé les fichiers sources pour qu'ils impriment des grands trucs pour les mettre là-bas. Il y a eu aussi, ils ont diffusé la BD dans des médias en arabe dans la région, mais après, il y a les limites du truc, c'est le fait que personne lit BD là-bas. Donc du coup, c'était pas eux Enfin, je veux dire, c'était super s'ils peuvent le lire et se reconnaître, etc. Mais c'était pas la cible de l'opération. Mais par contre, comme on disait, moi j'ai aussi laissé des dessins. Ils se sont servis de beaucoup de dessins derrière. MSF fait aussi du recrutement en montrant la BD, parce que du coup ils peuvent montrer une journée typique dans la maternité, alors qu'il n'y a aucun reportage vu que c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a plein de, ouais, il y a plein de retombées autres que juste la diffusion des pages. Oui, sur la question du montage de projet, en fait, on a plusieurs types de situations. Donc, c'est soit, en fait, maintenant, on essaie de... En fait, quand on a fait un premier projet avec une ONG, ils voient comment on fonctionne et on a intégré beaucoup plus en amont. En fait, souvent, le parcours, c'est qu'ils ont un reliquat d'un budget, ils ont quelques milliers 3 000 € là, et puis ils nous contactent et ils disent on a telle thématique, donc on va essayer de trouver comment rentrer dans le budget qu'ils ont. Mais en fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que même c'est intéressant d'intervenir au tout début d'un projet quand on va décider comment on le fait, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir s'associer au moment de l'écriture de projet. Si vous déposez un projet européen ou des choses comme ça, on va pouvoir rédiger la partie pour être capable de le gérer. Et après, ce qui peut se passer aussi, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est que si on a une asso où il y a une problématique, on voit qu'il y a des trucs intéressants qui ne sont pas de budget, on va monter des dossiers ensemble. Là, par exemple, sur les migrants, le jeu que je présentais, on a monté un dossier auprès de la Fondation de France parce qu'on avait commencé à travailler avec plusieurs structures mais qui n'avaient pas les financements, et la fabrication dès qu'un outil est un peu original, ça coûte plus cher. Après, sur l'idée pour nous, c'est aussi une fois qu'on a créé, par exemple, sur l'outil La Fleur, on est en train de se dire qu'une fois que le moule existe et que tu le fais, tu peux le déployer sur d'autres choses. Donc c'est aussi notre volonté, c'est qu'une fois qu'un support est développé pour une structure, il est mis en ligne, il est gratuit, il peut être utilisé ailleurs. Donc c'est aussi, alors là, nos limites, c'est que nous, il faut qu'on lève des fonds aussi pour financer des postes en interne à Inklink. Et pour l'instant, ce qu'on aimerait bien, c'est justement avoir des personnes qui sont là pour aller voir toutes les assos qui travaillent avec Migrants France et mettre à disposition les choses. Par exemple, les projets, on a fait beaucoup de choses autour du handicap, c'est pareil, il faut les mettre à disposition.
Bon, après, ça, c'est un peu les problématiques quand on bosse en ONG, c'est de lever des fonds, mais voilà. Mais c'est vrai que l'idée, c'est d'arriver assez tôt et pour que le projet soit inscrit, intégré dedans. Ok. Merci d'être là et merci pour cette pause artistique très intéressante, une intervention par l'art dans l'humanitaire. Ma question, est-ce que vous avez des programmes d'échange avec des artistes locaux, des BDistes locaux, par exemple à la phase de l'écriture du scénario de BD, est-ce que vous collectez des données, par exemple culturelles ou ethniques, auprès des locaux? Est-ce qu'il y a vraiment cet échange et est-ce que ça existe des BDistes de l'humanitaire sur le plan local? Ça, c'est une question qui revient souvent. En fait, la BD, comme on l'a fait franco-belge avec la réflexion de découpage et tout, c'est un truc qui est très particulier. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est l'exemple que je vous avais montré sur la BD qui était faite par les peuples autochtones, qui en soi, graphiquement, la personne, si elle a un bon storyboard, un bon scénario, elle pourrait faire quelque chose de bien. Mais cette écriture de scénario, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier. Donc en fait, les partenariats, par exemple, on avait fait quelque chose avec Solidarité Laïque où il y avait un artiste local, mais nous, on avait travaillé le scénario pour le redonner à l'artiste. Enfin voilà, ça demande un certain travail. Ça ne veut pas dire que on va pas le faire et en fait, justement, on essaye de développer ces réseaux. Mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, la BD telle qu'on la voit nous et enfin, ce qu'on fait, c'est pas quelque chose qui est répandu partout. Et même parfois, par exemple, là j'étais au Japon récemment, on a essayé de... Enfin, j'ai rencontré des agents de mangaka parce qu'on fait aussi des choses avec des jeunes qui aiment bien le manga, mais la façon dont travaille un artiste de manga est pas du tout adaptée à ce qu'on fait sur le terrain. Enfin voilà. Donc du coup, pour plein de raisons. Mais voilà, donc du coup l'idée c'est vraiment de toujours, enfin, en fait, la partie vraiment recherche d'analyse, enfin, ce que tu demandais, c'est pour le coup ça vraiment d'adapter culturellement, c'est vraiment la base numéro 1, c'est de s'interroger à ces questions d'alphabétisation visuelle, etc. C'est quelque chose qui est à la base, mais par exemple, une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir s'associer avec un artiste local. Mais il est vrai, en fait, cette étude un peu anthropologique, artistique, c'est quelque chose qui est un peu à part. C'est pas une compétence première qu'on attend d'un scénariste. Enfin voilà. Puis aussi qu'au départ, on était juste une bande de copains, donc on ne connaissait pas forcément tous les artistes partout dans le monde. Oui, c'est ça aussi. Le réseau, il se développe. Maintenant, on a des artistes un peu partout. Voilà. Parce que la sauce, j'ai pas dit, elle a 3 ans, donc voilà, c'est assez récent, mais ça se développe. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était vraiment très instructif. J'avais 2 questions. Comme vous l'avez dit, ça fait seulement 3 ans que vous avez créé Inkling. Et je voulais savoir si vous aviez vu dans le secteur humanitaire d'autres associations, peut-être internationales, qui font à peu près la même chose que vous. Et également, quand tu es parti en Afghanistan, c'était la première mission, disons, à l'international que Inkling faisait. Et je voulais savoir si vous aviez déjà d'autres missions de ce type programmées ou qui ont été faites après ton intervention en Afghanistan. Et si c'est éventuellement avec d'autres organisations, autres que MSF. Ah oui. Il y a eu la première urgence au Liban. Il y a le Laos, donc on a montré. Il y a eu le Liban où Wilfried et Posla, ils sont allés du coup dans les camps pendant... Oui, j'ai oublié de dire dans ma question si ces autres missions allaient aussi amener à l'écriture d'une bande dessinée complète. Oui, pour le coup, il y a... Oui,
en fait, alors déjà à la base, en fait, le but d'Inkling quand on part sur le terrain, c'est pas de faire des BD complètes, en fait, voilà, et en fait, il s'avère juste qu'il y a des missions qui ont été faites sur le terrain avec des résultats qui sont très beaux et chouettes, et où du coup, on s'est dit, bah pourquoi pas après le grossir et faire une BD. Mais c'est vrai que c'est, enfin, en fait, on fait pas de la BD de documentaire, enfin, ce qui est vraiment la valeur ajoutée, c'est plutôt de s'adapter à une cause, etc. Donc voilà, donc ça par exemple c'est l'autre projet qui va être transformé en BD. Donc après ouais, des missions, bah, du coup il y a eu, enfin, par exemple j'avais montré le Laos, on a fait beaucoup d'autres choses en Amazonie, il y a le Liban, et là on a pas mal de, enfin voilà, il y a pas mal de projets qui sont en cours de développement. Sur la question si ça existait déjà, en fait non. En fait, tu as d'autres choses, tu as Cartooning for Peace, mais ça c'est plutôt sur les dessins de presse. Il y a des essais qui sont plus sur le fait de faire vraiment des albums et du documentaire, mais ce type de choses, en fait non. Et après, c'est peut-être aussi lié que finalement, en fait, il n'y a pas tant d'artistes de bande dessinée en France, je crois qu'il y a 1500 d'artistes. Ouais. Mais bon, après, il y en a dans plein d'autres pays, mais c'est vrai que c'est pas non plus un réseau immense. Donc voilà, après, c'est pour ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est un truc qui revient quasiment, c'est un pattern sur nos projets, c'est qu'on fait une première mission où c'est les responsables d'une ONG qui nous contactent, et ensuite, une fois qu'on l'a fait, ils se disent, tiens, ça peut servir aux gens de terrain. Parce qu'en fait, les personnes sur le terrain pensent pas direct, ah ça va être utile d'avoir un dessinateur pour adapter mon projet au terrain. Il faut parce que c'est une approche qui est différente, et c'est ce que j'expliquais. En fait, on intervient dans cette relation entre le schéma que je vais montrer entre les bailleurs et les voilà le schéma que je vous montrais. Bref, ouais, vous vous en souvenez, voilà, c'est ça là. Enfin, voilà, on intervient à une zone qui n'est pas forcément le truc auquel on va penser immédiatement. Je voulais dire, par exemple, les MSF, ils avaient déjà fait avant utiliser l'outil bande dessinée pour faire du plaidoyer et communiquer sur des trucs qu'ils faisaient. Le photographe, ouais. Et mais même plus récemment que ça, ça arrive, surtout avec les réseaux sociaux, les trucs que tu peux scroller et tout, c'est des super outils de communication. Mais souvent, déjà, c'est pas le truc numéro 1 auquel une ONG pense pour communiquer. Et par contre, je pense que la nouveauté, c'est que nous, on est vraiment dédiés à ça, quoi. C'est vraiment un réseau de professionnels où on fait que ça. Et le but, c'est qu'à la fin, c'est justement... C'est pour ça que je disais, en fait, on a 3 activités. Il y a la gestion de projet, le plaidoyer et la recherche. Et la recherche, c'est de renforcer ça. Et là, dans les projets qu'on est en train de soumettre, justement, on est en train de travailler sur les questions de droits des femmes, de travailler avec des labos de recherche plus en sciences humaines et sociales sur quel est le rôle, enfin ce qu'on fait en termes de focus group, de facilité par le dessin. En fait, c'est des choses qui doivent être analysées c'est de la recherche, en fait, c'est un peu nouveau ou différent. Donc c'est pour ça qu'on essaye de développer la partie recherche. Donc, moi j'aimerais bien savoir aussi comment réagit le milieu de la BD, les auteurs, les artistes. Est-ce que ça fonctionne que par cooptation, donc la bande de copains et qui s'élargit, ou bien est-ce qu'il y a des artistes voilà, qui contactent l'association et qui disent c'est super ce que vous faites, moi j'ai envie de participer. C'est les mêmes verrous. En fait, je disais une bande de copains parce que c'est vrai qu'au début c'était super. Enfin, c'était un test quoi. Moi, quand Wilfried il m'a appelé, il n'était pas du tout sûr de son coup. Enfin, c'était juste une envie. Et quand je suis partie en Afghanistan, quand je suis revenue, il m'a vraiment serré très fort dans ses bras parce que je pense qu'il en menait vraiment pas large de m'envoyer sur place. Et du coup, bah, forcément, au début, on passe que par des gens. Enfin, comme tu disais, quand tu réfléchis avec qui tu as envie d'aller en mission, qui tu sens ça pourrait le faire. Parce que moi, par exemple, je connais plein d'auteurs de BD qui n'arrivent déjà pas à aller de la guerre au festival sans se perdre.
Donc, c'est vrai, hein, Patrice, tu es d'accord. On a un petit peu des gros bébés, parfois beaucoup. Donc du coup, c'est quand même... déjà, ça limitait assez le champ. Mais en fait, maintenant que c'est un peu plus... ça roule un peu et tout, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des auteurs qui nous approchent. Soit c'est des gens qu'on connaît déjà, soit qui nous écrivent en disant moi, je fais ça, ce que vous faites m'intéresse, est-ce que voilà. Et donc, généralement, on note et puis c'est aussi selon les projets qui se profilent, est-ce qu'on va pouvoir bosser ensemble ou pas, quoi. Après, il y a un truc, en fait, il y a plusieurs facteurs quand, en effet, alors déjà nous, on fait pas trop de com, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va voir une ONG ou qu'on va voir quelqu'un et qu'on lui présente, il fait ah c'est trop bien, on peut faire un projet avec vous, et on peut pas, enfin à l'heure actuelle, par rapport à nos ressources humaines, on ne peut pas, voilà, tout faire. Mais après, en fait, le fonctionnement d'un artiste, c'est souvent, tu as des périodes dans l'année où il est en bouclage. Donc, en fait, par exemple, alors là, je parlais du projet sur la trisomie, par exemple. On a commencé par faire cette étude sur le style graphique qu'aimait bien une personne trisomique. Donc, on a identifié plusieurs artistes qui bossaient dans ce style, qu'on a contacté. Puis après, il y en a qui disent non, je dois rendre mon album dans 2 mois, je bosse à H24. Et donc du coup, voilà, on arrive, par rapport à toutes les personnes qui sont intéressées, on arrive toujours à trouver la bonne personne qui a le bon style et qui est dispo. Donc, voilà. Et puis il faut avoir des qualités graphiques aussi, de croquer rapidement. Je pense qu'il faut avoir des qualités graphiques, de croquer rapidement, d'avoir envie d'aller vers l'autre. C'est pas beaucoup de dessinateurs qui ont cette envie-là ou ces possibilités-là. Après, tous les projets impliquaient pas... par exemple, je peux parler du premier truc, on n'en a pas parlé, mais le premier projet que j'avais fait pour Inklink au tout début, c'était pour l'Institut Pasteur. Vous l'avez ou pas? Je l'ai pas là, mais je vais en présenter un autre. On avait fait... en fait, ils avaient besoin d'une plaquette d'explication pour des... Projet de recherche clinique. Ouais, pour faire des prises de sang à des gens et leur expliquer un petit peu pour avoir un vrai consentement informé. Et du coup, il a fallu que je fasse une petite plaquette qui présentait le système immunitaire, un truc qui est assez simple à comprendre pour des gens qui n'ont pas forcément ces connaissances. Et là, pour le coup, je suis pas du tout allée en Guyane, j'ai pas du tout... ils m'ont envoyé ce qu'ils avaient besoin. Et donc, tu vois, des fois... T'as pas forcément, selon les projets, t'as pas forcément besoin des mêmes qualités. Mais... Ouais. Et même, il y a des, par exemple, il y a le cas de Arthur Depince, qui est une personne qui fait notamment Zombielenium et tout ça, qui a un style qui est assez fantastique. Et lui, en fait, comme il voyait que les projets, genre Aurélie qui est en Afghanistan, il disait mais moi je peux pas, mais j'adore ce que vous faites, j'aimerais bien, mais en fait je peux pas. Et du coup, on a eu un projet, c'était sur la prévention de la radicalisation chez les jeunes. Et du coup, il fallait un style que les jeunes aiment bien. Donc, Zombielenium, c'est un truc qui se pile poil pour la tranche à qui on voulait parler. Et du coup, il était super content d'intervenir parce qu'il n'avait pas à sortir de son atelier. Donc, voilà. Après, il sort de son atelier. Lui, il se perd pas pour aller au festival. Non, je ne veux pas donner une mauvaise image de lui. Mais en fait, voilà, il n'avait pas envie d'aller en fin fond de la forêt. Voilà. Alors que Fabien, par exemple, Fabien Toulmé, c'était un peu le running gag parce qu'on était aussi quasiment dès le début dans l'assaut et lui, il y avait un truc qui avait commencé à se monter pour qu'il parte au Brésil, sachant que sa femme est brésilienne, qu'il y a vécu longtemps, donc il était parfait, il parle très bien et tout. Et en fait, ça s'était annulé au dernier moment. Ouais. Et il y a eu 2-3 trucs comme ça, et après il a fait un projet sur les apprentis d'Auteuil, alors que moi je partais à chaque fois. Et du coup, c'était un peu le running gag entre nous, genre putain d'accord, alors toi tu pars et moi je bosse ça. Et là il est content parce qu'on va à Beyrouth. Je voulais revenir sur le projet On va s'arranger. Justement avec Wilfried Dupanon. Est-ce que c'est justement après qu'il vous ait pris dans ses bras que ça l'a motivé pour lui aussi partir au Liban? Il est fondateur de l'assaut.
En fait, la première mission sur le terrain, on est partis ensemble. C'est un des cofondateurs de l'asso, donc en fait, il est parti pendant. Oui, il était déjà parti, puisque en fait, la mission qu'a créé l'asso, que j'ai montré au début, en fait, on était ensemble, donc du coup, enfin voilà, c'était. Et il était même jaloux de ne pas pouvoir venir en Afghanistan. Il était très aigri d'être un homme et de ne pas pouvoir aller visiter la maternité. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement un peu comment ça s'est monté avec PUI, cette mission-là? Oui. Et si vous avez... peut-être je donnerai un lien, parce qu'il est dispo hein, sur le site. Et l'histoire est juste géniale, c'est incroyablement drôle. C'est bourré d'anecdotes et ça a un côté ultra comique, très cartoon, avec des petits personnages, avec un chat, avec des oiseaux, et ça se lit vraiment super bien. Et il va y avoir un livre aussi. Oui, il y a une expo, enfin voilà, il y a plein de trucs autour. En fait, alors des fois aussi, c'est un peu frustrant. Ce qui est frustrant pour les artistes, c'est que quand on commence un projet, ce projet-là, avant que la mission terrain se fasse, ça a pris plus d'1 an, parce qu'en fait c'était un projet européen, et le temps de 150 000 validations, déjà en fait, d'acceptation du projet, pas forcément, enfin parce que c'était la partie d'un énorme projet, etc. Ça a vraiment pris, entre la première discussion et la mission de terrain, ça a pris plus d'1 an, donc voilà. Ce qui est assez intéressant quand on monte un projet, et puis ensuite donc il y a eu le scénario, il a fallu faire valider par l'Union Européenne, ensuite en fait c'est un projet qui s'est étalé sur 2 ans, et du coup il peut y avoir un côté assez frustrant pour les artistes où tu as envie d'avancer, mais tu envoies un scénario, puis ça remonte par 150 canaux avant que la personne te fasse corriger une virgule, etc. Donc voilà, donc en termes de montage, pour nous c'était assez rapide ce qu'on voulait faire, ce qu'on imaginait. Du coup, souvent pour nous, les freins, c'est la lenteur des validations internes, etc. Là, en ce moment, on est en train de s'arracher les cheveux parce qu'on est en train de faire un projet d'animation sur les violences dans les centres pour migrants. Et en fait, le rendu, parce que pareil, il y a des dates du bailleur, c'est temps. Et puis on leur dit, ben voilà, on vous envoie le scénario, vous avez 3 jours pour nous répondre. Et 15 jours après, ils nous ont pas répondu. Et en fait, eux, ils ont juste à lire un truc. Nous, on a des dizaines de dessins à faire, c'est une animation, mais non, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça, c'est un peu la complexité. Est-ce qu'il y a des découragements parfois parmi les artistes qui bossent avec vous? Pour découragement sur... parce que trop grande frustration, trop grande... Est-ce qu'il y a des projets qui ont fini par être avortés ou, On n'a pas eu de... à part, oui, le projet, on devait faire un truc sur un projet qui s'appelle Maïs Medico, on est fait au Brésil. C'est vrai que j'avais oublié ce truc. Et en fait... Non, en fait, c'était hyper avancé. En fait, l'idée, c'était de montrer un projet de coopération sud-sud, puisqu'il y a des milliers de médecins cubains qui étaient déployés au Brésil dans les centres isolés. Et c'était les 10 ans du programme. Et l'idée, c'était de mettre en avant un projet de coopération sud-sud. Et en fait, Bolsonaro a été élu et tous les médecins cubains ont été envoyés. Donc voilà, c'était fin du projet. Donc c'était un peu frustrant. Il y a aussi le projet que j'avais montré où on devait aller au Nigeria et il y a eu des problèmes de sécurité dans la zone où on devait aller. C'est là où il y a des sages-femmes qui ont été décapités, donc pareil, plus de mission. Donc voilà, ça peut être les... Mais comme pour n'importe quelle mission en fait. Est-ce que vous avez déjà essayé de travailler sur d'autres formats type animation? Justement, animation, je vais juste vous montrer un exemple de celui que j'évoquais avec le GAMS. Et là, c'est encore un truc, en 1 seconde, en fait, ce qui était intéressant, c'est que la demande de base, c'était de travailler sur 4 sujets de violence de genre, donc l'excision, le mariage forcé, le viol conjugal, les violences conjugales. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant des entretiens de femmes que montrer des cas... en fait, le cas connu, c'est par exemple la femme qui est victime, qui se fait frapper sur son mari, mais qui ne reconnaît pas qu'elle est battue parce qu'elle n'a pas un cocard et qu'on montre dans les campagnes toujours un cocard. Et en fait, et que souvent les femmes qui sont excisées sont aussi mariées jeunes, donc de coups violées, etc. Donc il y a un peu un continuum de violence. Et la seule chose qui est commun, donc en fait ça c'est pour les femmes qui sont aujourd'hui en Europe, c'est les émotions. Et plutôt que de dire si il t'arrive ça, va chercher de l'aide, c'est de dire si tu ressens tel type d'émotion, va chercher de l'aide. Et ça change radicalement la façon dont on aborde le sujet.
Et du coup, on a fait... C'est mon lien avec le monde. Il me permet de sentir les choses, de savoir ce qui est bon ou mauvais. Moi seul sais ce qui me fait du bien. Je sais qui peut m'approcher, me toucher. Mais il peut arriver que le monde demande des choses qui ne me plaisent pas. Parfois, à force d'obéir, on se sent vide. On essaie d'oublier ce qu'on nous fait et on se dit qu'après tout, on n'a pas à décider. On ne veut pas penser, car on nous demande de faire bonne figure. On doit jouer notre rôle. Et moi dans tout ça. Tu es dans cette situation et cela te fait mal. Tu veux en sortir? Des associations spécialisées vont soutenir ton combat pour ton bien-être. C'est toi qui décides. Plus d'infos sur www.oui-access.eu. Voilà, là il y a 4 vidéos donc sur les 4 types de violences, mais qui à chaque fois on parle d'une émotion. Ouais, c'est super gai, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc ça peut être en effet des animations, des... Voilà. Comment? Il a changé de place, c'est pour ça que j'ai vu. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est des exemples. Alors pour l'animation, par contre, on a un partenariat avec un studio d'animation qui travaille que sur ce type de choses. Et en fait là par exemple c'est un artiste c'est Yannick Corbos qui a fait le dessin. Les scénarios c'est moi et une collègue et du coup la mise en animation du dessin ça c'est un studio. Voilà. Oui c'est assez, enfin ça demande un savoir-faire particulier. Et vous pouvez regarder, en fait il y a pas mal de projets, il y a pas, en fait c'est que les projets, enfin on est un peu en retard sur rentrer les projets, mais en fait si vous regardez sur le site et vous pouvez aussi nous suivre où on met des updates et tout ça, vous pouvez aller regarder sur le site de l'asso. Merci beaucoup. Merci.